Nous venons dans la première partie du cours d'établir la thèse selon laquelle chacun aurait sa vérité. La vérité ne serait pas l'adéquation du discours et de la chose, comme on le pense en philosophie, mais ne serait jamais qu'une opinion victorieuse, une opinion qui a remporté le combat, en quelque sorte, dans notre champ politique, et que l'on finit par considérer comme vraie, car tout le monde la considère comme vraie. Évidemment, cette hypothèse a des conséquences politiques que l'on a essayé d'explorer, et des conséquences théoriques si on essaie de la remettre en cause, par exemple avec une approche sceptique. Dans tous les cas, le point auquel on arrive, c'est l'idée que la vérité, au sens idéal du terme, est ou bien inaccessible ou carrément n'existe pas. Néanmoins, il y a un problème logique, en fait, dans la thèse consistant à dire que la vérité est relative, que chacun a sa vérité. Le problème logique, c'est que une telle thèse suppose de rabattre entièrement la notion de vérité sur la notion d'opinion. Quand vous dites à chacun sa vérité, quand vous dites que chacun a sa vérité, ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est que chacun a ses opinions. Or, s'il y a deux termes pour désigner d'un côté l'opinion et de l'autre la vérité, c'est que, au moins sur un plan théorique, sur un plan définitionnel, l'opinion et la vérité, ça n'est pas la même chose. L'hypothèse des sophistes est de considérer que cette distinction théorique n'a pas de sens, ou qu'elle n'a pas vraiment d'intérêt. Mais on peut quand même s'arrêter sur le fait qu'elle existe, cette distinction théorique. Et donc le problème de notre approche jusqu'ici, c'est que nous avons considéré d'abord que cette approche théorique, ou cette définition de la vérité idéale, n'avait aucune crédibilité. Mais nous n'avons pas vraiment étudié les méthodes, les techniques méthodologiques que nous pourrions employer pour essayer néanmoins de tendre vers cette définition idéale de la vérité qui nous déporterait ou nous éloignerait de nos opinions. Autrement dit, nous avons peut-être été un peu vite en besogne. Le problème d'une position qui consiste à dire à chacun sa vérité, c'est précisément qu'elle s'empêche de chercher une technique ou une méthode pour dépasser cet état de fait. Or, il y a dans cet état de fait des problèmes politiques, des problèmes moraux, et d'ailleurs des scandales en quelque sorte intérieurs que nous éprouvons lorsque nous constatons que sur certaines idées, on a quand même du mal à considérer qu'il n'y a là qu'une opinion victorieuse. Par exemple, dans le cadre de vérités de type scientifique, ou mathématique par exemple, on a du mal à penser que la vérité 2 plus 2 est égale à 4 n'est rien d'autre qu'une opinion qui a gagné la partie. On a le sentiment qu'il y a là une logique qui s'exprime et que cette logique ne se réduit pas simplement à un débat d'opinion. Pour essayer de creuser cette question et voir finalement s'il y a effectivement une méthode pour découvrir le vrai, nous allons essayer dans cette deuxième partie de comprendre comment est-ce que nous pouvons atteindre la vérité idéale, ou en tout cas tendre vers cette vérité, plutôt que de nous contenter en quelque sorte de nos opinions que nous estimons vraies, même si nous n'avons pas de preuves pour les confirmer. Le problème de la vérité se comprend notamment à partir d'un biais qui est celui peut-être des sophistes, et qui est que lorsque nous regardons notre manière d'appréhender le monde, chacun d'entre nous, lorsque nous observons en quelque sorte nos manières de sentir les choses, nous constatons une grande variabilité entre les individus. Chacun semble sentir le monde, le réel, d'une manière différente. Et ça se comprend. En fait, nous sentons le monde, nous le percevons d'abord depuis notre corps, et notre corps est nécessairement situé quelque part. Nous nous trouvons à un certain point de vue sur le monde qui n'est pas exactement celui de notre voisin, et qui ne pourra jamais être semblable exactement à celui de notre voisin. Et donc à partir de cette expérience sensorielle, il apparaît logique de considérer que chacun a finalement un point de vue propre sur le monde, puisque cette vérité-là, ce fait-là en tout cas, s'éprouve de manière presque intuitive à partir de notre existence quotidienne perceptive. Mais le problème de cette approche, c'est qu'elle considère que la vérité s'envisage simplement à partir de notre expérience sensible. Pour être plus précis, le problème d'une telle approche, c'est qu'elle considère que notre seule manière de nous rapporter au réel, ça serait de le faire par les sens. Et donc,
Conséquemment, il serait logique de dire, puisque nous devons nous rapporter au réel par les sens et que les sens sont forcément attachés à un point de vue, notre rapport au réel est forcément déterminé par un point de vue, et donc nous n'avons rien d'autre que des opinions sur le réel. Platon va essayer de discuter cette thèse, et il le fait dans une allégorie extrêmement célèbre, l'allégorie de la caverne, sur laquelle je ne vais pas trop m'étendre ici, puisqu'elle est extrêmement connue et facile à trouver sur internet pour vulgariser si jamais vous avez loupé le cours. Mais pour le dire rapidement, dans l'allégorie de la caverne, Platon va mettre en scène des individus qui ont été enchaînés depuis toujours au fond d'une caverne. Ils ont le visage et les yeux rivés sur le fond de la grotte et ne peuvent pas tourner la tête, puisqu'ils sont enchaînés. Et derrière eux défilent des mobiles, en quelque sorte, qu'ils ne peuvent pas voir. Et derrière ces mobiles, la lumière, diffusée par un feu et par le soleil, projette l'ombre des mobiles sur le fond de la caverne. Que dit Platon ? Je le fais extrêmement vite. Platon dit que ces individus, logiquement, considéreront que ce qu'ils voient sur le fond de la caverne, donc ce qui nous apparaît à nous comme l'ombre des formes, ils le penseront comme n'étant pas l'ombre des formes, mais comme les choses elles-mêmes. Pour un individu coincé au fond de cette caverne, l'ombre d'un arbre n'est pas l'ombre d'un arbre, puisqu'il n'a jamais perçu ou pensé ou eu accès, on va dire, au modèle de l'arbre qui est derrière lui, au mobile de l'arbre qui est derrière lui, à la forme de l'arbre. Puisqu'il n'a jamais eu accès à cela, il va penser que l'ombre de l'arbre, c'est en fait l'arbre. Cette idée-là, elle est extrêmement importante parce que Platon pense que l'on est en fait un peu dans cette situation. Les ombres représentent dans cette pensée l'expérience sensible, le monde sensible, le plan sensible. Notre sensibilité appréhende, dit Platon, les choses en ayant l'impression que ce sont les choses directement, alors que pour Platon, ce sont l'ombre des choses. Mais que sont les choses dans ce cas-là ? C'est-à-dire que les formes qui sont derrière nous, qu'est-ce qu'elles représentent ? Qu'est-ce qu'elles sont au-delà de l'allégorie ? On peut prendre l'image d'un cercle pour essayer de comprendre. Imaginons que je dessine un cercle sur une feuille de papier. Si je dessine à main levée, vous allez sans doute me dire que ce que j'ai dessiné sur ma feuille n'est pas un vrai cercle. Ce n'est pas un cercle parfait. Et en fait, rigoureusement, ce n'est pas un cercle. Ça n'est que l'image imparfaite d'un cercle. Peut-être vous allez me dire, si tu veux faire un vrai cercle, il faut que tu prennes un compas et que tu dessines avec ton compas l'image parfaite du cercle. Et là, tu auras un cercle. Mais si je fais cet acte, je prends un compas et je dessine sur ma feuille un cercle, on pourrait avoir l'impression qu'il y a là un cercle parfait, mais si nous considérons les choses plus sérieusement et que nous zoomons par exemple sur le trait que je viens de dessiner, on verra qu'à un certain niveau, il y a des petites imperfections. Le trait de mon cercle n'est pas parfait. Il y a des irrégularités qui sont peut-être minimes et peut-être pratiquement imperceptibles, mais qui ont un impact. Si on imagine qu'un ingénieur devant construire des fusées par exemple, et donc faire de la géométrie pour concevoir ces fusées, se base sur ce cercle dessiné pour calculer et produire ces théories en fait, qui vont permettre de catapulter la fusée en orbite, on se doute bien que ces petites imperfections minimes, lorsque l'on fait de la géométrie à l'école, vont devenir en fait de véritables problèmes et provoquer des catastrophes. L'ingénieur ne peut pas se fonder sur un cercle un peu correct ou un peu bien fait, il doit trouver un cercle absolument parfait. Donc on pourrait imaginer que cet ingénieur, pour trouver un modèle parfait du cercle, décide de sculpter au laser dans une plaque de métal un cercle absolument impeccable. On imagine qu'il a en sa possession un laser qui permet de tracer à des niveaux infimes une courbe parfaite. Et l'on pourrait dire, bon bah voilà, nous avons à ce moment-là un cercle et nous pouvons commencer à faire de la géométrie. Mais en vérité, si on zoome encore, il y aura encore un niveau infime des petites imperfections. Il y aura encore, à certains endroits, pour des raisons matérielles en fait, en raison même de la matière dans laquelle nous travaillons le cercle, donc du métal,
en raison même de l'imperfection de la matière, il y aura des imperfections dans la courbure de notre cercle. Et donc notre ingénieur n'est pas beaucoup plus avancé, puisque ces imperfections minimales au niveau du cercle en métal qu'il a fait vont devenir des imperfections maximales quand il va les multiplier pour pouvoir faire sa fusée. Et si nous continuons ainsi, nous arrivons à une aporie, c'est-à-dire un chemin qui ne mène nulle part. En fait, ce à quoi nous arrivons, c'est à une idée extrêmement bizarre, et qui est que lorsque l'on veut penser un cercle matériel, un cercle perceptible, un cercle qui existerait réellement concrètement quelque part, nous nous rendons compte que ce cercle devra forcément toujours être un peu imparfait. En fait, ce à quoi on arrive, et qui est aussi l'idée de Platon, c'est que personne n'a jamais vu de cercle dans sa vie. Et même, je peux aller plus loin, il n'existe pas de cercle perceptible dans l'univers. Aucune forme concrète ne peut être dite parfaitement circulaire. Et donc là, on a un problème, puisqu'on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est le cercle? Eh bien, le cercle, dit Platon, ça n'est pas le dessin du cercle, ça n'est pas l'image du cercle, ça n'est pas le cercle que vous pouvez voir. Ce cercle-là, ça n'est qu'une image d'autre chose. Mais l'image de quoi? Eh bien, si vous y réfléchissez, c'est en fait l'image d'une définition parfaite. Le cercle, c'est une définition. La définition du cercle, par exemple, il y en a plein, mais ça peut être l'ensemble des points équidistants d'un point central. Si vous faites tous les points qui sont équidistants d'un point central, vous posez un point quelque part et vous faites tous les points équidistants de ce point-là, vous allez tracer un cercle. Mais si ça n'est qu'une définition, ça veut dire que toutes les images de cercle que vous avez vues ne font qu'exemplifier ou manifester la définition parfaite. Quelle est l'hypothèse de Platon à partir de là? Eh bien, pour Platon, le cercle réel, ça n'est pas l'image du cercle que vous avez dessiné sur votre feuille. Le cercle réel, c'est la définition du cercle, l'idée du cercle que vous êtes capable de concevoir rationnellement. Et Platon va donc expliquer que le problème, c'est que l'on a tendance à considérer que la vérité, nous devons la penser, la concevoir ou l'envisager à partir de notre expérience sensible. Mais en fait, ce que nous faisons là, c'est toujours nous tromper, car dans l'expérience sensible, il y aura toujours une variation exactement semblable à celle dont nous venons de parler avec le cercle. Et donc, pour Platon, il va toujours falloir remonter aux définitions parfaites qui sont en réalité le modèle, le canevas en quelque sorte, des choses que nous percevons. Pour le dire autrement, ce qui est vrai pour le cercle, c'est-à-dire le cercle réel, ça ne peut jamais être le cercle dessiné, mais toujours l'idée ou la définition parfaite du cercle, eh bien, ce qui est vrai pour le cercle, dans la théorie, dans la pensée platonicienne, est vrai pour la réalité tout entière. Notre expérience sensible est toujours variable, elle change. Si nous regardons un objet, sa couleur, sa forme vont changer selon la manière qu'on a de le percevoir. Sous telle lumière, il paraîtra un peu plus de telle couleur, et sous une autre, il paraîtra un peu plus d'une autre couleur. Et donc, notre expérience sensible est tellement variable qu'elle ne peut absolument pas être l'objet d'une connaissance. Pour connaître quelque chose, il faut bien que cette chose reste stable, fixe. Or, qu'est-ce qui reste stable et fixe? Ce sont les définitions parfaites des choses. L'hypothèse platonicienne, c'est que nous avons la capacité de remonter à ces définitions parfaites. Nous pouvons réussir à les concevoir, mais nous ne pouvons pas remonter à elles par les images, par les objets matériels, par les objets perçus. Nous devons remonter à elles par l'usage de notre raison, c'est-à-dire la faculté que nous avons de mettre en ordre des idées selon des règles logiques, car c'est seulement notre raison qui parvient à concevoir des définitions parfaites qui sont justement abstraites de notre perception du monde. L'une des manières de penser ça, si vous avez du mal à appréhender cette idée, qui renvoie donc à la doctrine de l'idéalisme, on parle ici de l'idéalisme platonicien, donc l'hypothèse selon laquelle le réel finalement serait idéal,
Elle n'appartiendrait pas aux choses matérielles, concrètes, perceptibles, mais à un autre plan qui est celui des idées, des formes ou des définitions parfaites. L'une des manières qu'on a pour exemplifier ça, ou que j'utilise pour exemplifier ça, donc vous me direz si ça vous parle, c'est l'analogie avec le jeu vidéo. Imaginez que vous soyez un personnage codé dans un jeu vidéo, par exemple un personnage qui donne une quête, ou un villageois dans Minecraft, ou n'importe quel personnage qui serait inscrit dans le jeu vidéo. Et imaginons, donc vous êtes ce qu'on appelle un PNJ. Voilà, vous êtes un PNJ dans un jeu vidéo, un personnage non joueur. Vous êtes pris dans ce jeu. Imaginons que vous soyez, imaginons un villageois dans Minecraft, donc un jeu vidéo très célèbre. Vous voulez connaître le monde. Vous avez deux manières de le faire, dit Platon. La première, ça va être d'étudier le monde perceptible autour de vous. Donc si vous êtes un PNJ dans Minecraft, un petit villageois dans Minecraft, vous allez étudier votre biome, c'est-à-dire votre environnement autour de vous. Vous allez étudier les arbres, les forêts, les montagnes, les lacs. Vous allez faire des cartographies. Vous allez faire des comparaisons entre les fleurs qui sont autour de chez vous, etc., etc. Et certes, vous allez aboutir à une forme de connaissance, sans doute, mais cette connaissance sera très imparfaite, puisqu'en fait, elle ne vous permettra pas de savoir véritablement que vous êtes dans un jeu et comment il fonctionne. Le PNJ philosophe platonicien dans le village de Minecraft, qu'est-ce qu'il voudrait faire? Qu'est-ce qu'il pense? Eh bien, il pense que lorsqu'il regarde un arbre à côté de chez lui, ce qu'il voit, ça n'est que l'apparence sensible d'autre chose. Et en l'occurrence, et là c'est facile à comprendre avec l'analogie du jeu vidéo, ça n'est que l'image sensible d'un code. L'arbre dans Minecraft n'est rien d'autre, l'arbre que vous rencontrez un jour par exemple, n'est rien d'autre que la manifestation particulière, la génération particulière d'un code standard, d'une ligne de code standard, qui permet de générer tous les arbres de ce type dans le jeu. Et évidemment, vous comprenez bien que si vous voulez connaître Minecraft et la manière dont fonctionne le jeu, il est beaucoup plus pertinent de remonter au code permettant, par exemple, de générer l'ensemble des arbres dans le jeu, que de vous fixer sur tel arbre qui a telle forme particulière qui ne ressemblera pas exactement à tel autre arbre. Dans le cas de la perception, vous allez vous retrouver face à une variabilité infinie des types d'arbres, et ça ne vous permettra pas par ailleurs de comprendre la définition exacte de ce qu'est un arbre. Et dans l'autre cas, si vous connaissez le code de l'arbre, eh bien là vous avez affaire à un code, donc qui n'est pas variable, qui est stable, et qui permet de comprendre exactement la nature des arbres et la nature du monde dans lequel vous évoluez. Eh bien, cette hypothèse platonicienne, elle est extrêmement intéressante pour commencer à réfléchir à cette méthode pour découvrir le vrai qui est l'enjeu de cette partie. En effet, si il est possible d'atteindre une forme de réalité supérieure ou plus profonde par l'usage de notre raison, cela veut dire que nous ne sommes pas, contrairement à ce que disait Platon, ce que disaient les sophistes, nous ne sommes pas, contrairement à ce que disaient les sophistes, définitivement attachés à nos opinions. Nous pouvons même révéler la nature factice des opinions, leur nature changeante, en les confrontant avec les définitions parfaites que nous avons trouvées. Par exemple, si quelqu'un nous dit « Ah, mais un cercle, voilà à quoi ça ressemble, etc. » Nous pouvons corroborer ou infirmer ce qu'il a dit à partir non pas d'une autre image que nous ferions du cercle, mais à partir d'une définition du cercle qui est valide de toute éternité. De ce point de vue-là, nous sommes bien face à une méthode, c'est-à-dire à un chemin qui nous permet idéalement de découvrir le vrai. Le but maintenant de notre enquête va essayer d'approfondir ce questionnement en réfléchissant à ce que l'on peut en faire pour découvrir de nouvelles choses et savoir véritablement comment on peut incarner cette méthode dans le cadre d'une recherche objective sur le monde.